Bonsoir à tous, et c'est donc une nouvelle édition des Paroles libres organisée par l'AFPOLS à l'attention de tous ceux qui veulent nous entendre et qui sont en ligne. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Ils sont venus tous les deux, donc on va commencer avec Anne Lacaton, mais Jean-Philippe Vassal la rejoindra un petit peu plus tard. Ils sont architectes tous les deux, le même cabinet depuis déjà presque une trentaine d'années, je pense. Ils viennent de Bordeaux, diplômés l'un et l'autre de l'architecture de Bordeaux. Et ils viennent de remporter un prix très prestigieux en architecture. Sans doute, certains d'entre vous qui nous écoutez le connaissent. C'est le prix Pritzker. Ils ont donc eu le prix Pritzker 2021. Je le signale au passage, les troisièmes Français à recevoir une récompense très prestigieuse depuis sa création qui date de 1979. Les précédents français étaient Christian de Porzampar et Jean Nouvel. Pourquoi j'insiste sur ce prix Pritzker, prix d'architecture donc annuel, qui est décerné, qu'on compare un petit peu au Nobel de l'architecture, parce qu'il est sans doute un petit peu décalé par rapport à d'autres lauréats, ce prix qui est attribué aujourd'hui à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Est-ce votre avis, Anne Lacaton? Bienvenue, bonsoir. Est-ce que vous avez le sentiment que cette distinction-là est le signe d'une adhésion à des idées que vous défendez depuis longtemps et qui sont peut-être même moins, entre mille guillemets, moins spectaculaires que d'autres réalisations de grands confrères qui vous ont précédés? Comment entendez-vous le sens de ce prix? Bonsoir, tout d'abord. Oui, c'est vrai que c'est un prix qui a une réputation tout à fait large et internationale. Et évidemment, on était d'une part surpris de l'obtenir et puis aussi très, très heureux, très, très content, notamment à travers ce qui a été communiqué par le jury, des raisons pour lesquelles ils nous ont attribué ce prix, donc, où ils ont vraiment ciblé avec justesse toutes les idées, la démarche, la philosophie même sur laquelle on travaille depuis très longtemps, depuis qu'on a commencé à travailler, et qui est fondée effectivement sur des questions de générosité, d'attention à la vie quotidienne, d'attention à ce qui est là pour le transformer. Donc au fond une attitude assez simple mais quand même très, très ambitieuse. Et pour nous, ça a été vraiment, encore une fois, une surprise, mais aussi une reconnaissance une reconnaissance, bien sûr, mais dont on voit bien, en fait, à travers les messages qu'on a reçus, que beaucoup se sentent récompensés aussi à travers ce prix qu'on a eu, puisqu'on a reçu énormément de messages. Il y a une couverture internationale tout à fait stupéfiante. Tout à fait importante, absolument, je l'ai vérifié. C'est vrai qu'on a reçu de partout des messages très simples et très sympathiques d'architectes, de jeunes architectes, d'étudiants ou même d'anonymes qui, quelque part, se sentaient un petit peu aussi attributaires un peu de ce prix. Donc pour nous, ça a été vraiment le côté tellement agréable aussi oui. de ça. Alors je précise, vous avez déjà plusieurs prix, tous les deux, déjà lauréat en 2008 du Grand Prix national de l'architecture, et c'est important aussi de le signaler, en 2019, la Commission européenne et la Fondation Mies van der Rohe, un autre Grand Prix assez connu, vous ont distingué pour justement votre travail sur le logement, sur sa régénération. Ce prix Mies van der Rohe était très important parce qu'il a été attribué à une opération que vous avez faite, c'est le Grand Parc, c'était à Bordeaux, votre ville, transformation de 530 logements avec addition de jardins d'hiver, de balcons, d'une réflexion pour qu'il y ait davantage d'espace, davantage de lumière, ce que vous appelez vous-même une générosité spatiale issue de vos réflexions. Et ça, c'est très significatif également de ce prix Pritzker que vous venez de recevoir. Les normes, les matériaux de construction, ça a quand même son importance, Anne Lacaton. Oui, les normes, elles sont là. De toute façon, on doit appliquer les demandes, on doit appliquer les règles. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus empilées, de plus en plus peu compatibles, mais il faut faire avec, et surtout, il ne faut pas se laisser distraire en fait de la question principale,
qui est celle d'habiter, de la qualité du logement. Et quand on parle de qualité, ce n'est pas une qualité de fabrication, même si elle doit être là aussi, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on propose comme espace pour la vie quotidienne. Et vous avez parlé de ce projet à Bordeaux, donc on a fait aussi avec deux collègues, Frédéric Druot et Christophe Hutin. C'est un projet qui regroupe aussi toutes les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois ce qu'on recherche à travers en concevant les projets d'habitation, c'est-à-dire créer de la liberté, créer de l'espace qui permet à chaque habitant de se faire sa vie, de faire son usage, et aussi la transformation. Donc, c'est-à-dire ne pas démolir, mais plutôt transformer, parce que c'est aussi une opportunité d'aller plus loin dans cette générosité de l'espace. Donc les normes, oui, c'est vrai qu'on se passerait d'en avoir autant, mais il faut surtout faire attention que ça ne devienne pas l'objectif principal, parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus que quand on travaille sur les projets, la question des projets de logement, bien sûr, quand on travaille sur les projets, le temps des études, eh bien, finalement, très vite, on ne parle plus du tout du logement, on ne parle plus du tout de la finalité, mais on est à batailler, à discuter comment rendre compatibles ces choses-là, et surtout comment l'application des normes ne réduit pas la liberté, ne crée pas de compromis, mais au contraire qu'on puisse sortir de ça en fait sans compromettre ou sans diminuer l'ambition qu'on peut donner à ce qu'est le logement, et encore une fois, le plus important, c'est quel est l'espace qui est produit à travers ça et quelle liberté est donnée à l'habitant pour habiter tous les jours. Et c'est important de considérer que c'est pour tous, pour tout le monde. Et c'est primordial. J'imagine qu'on vous oppose souvent, parce qu'on ne sait pas de qui parle-t-on d'ailleurs ici, hein, des donneurs d'ordre, des élus évidemment, vous allez nous le dire, mais on vous oppose très souvent les coûts, la maîtrise des coûts, d'accord? Vous faites des balcons, vous voulez faire des jardins pour tout le monde, vous voulez ouvrir, végétaliser, on va y revenir. On vous oppose la question des coûts, et vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que précisément, c'est quelque chose qu'on pose d'emblée, cette question de la générosité. Et comme d'une manière générale, on a exclusivement presque travaillé pour des bailleurs sociaux, donc dans des cadres de financement, de coûts, qui sont contraints. Et ça a toujours été notre ambition, notre travail, de dire il faut à nous de trouver les solutions pour que la question du coût n'entraîne pas une réduction de ces ambitions-là. Et on y est très souvent, on y est toujours arrivé. Mais aussi, on est toujours arrivé avec des gens qui y croyaient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu faire de projet quand on travaillait avec un maître d'ouvrage qui ne voyait pas les choses comme ça ou qui ne pouvait pas le faire. Mais on a eu quand même la chance de rencontrer ici et là des maîtres d'ouvrage qui ont cru à ces démarches et avec lesquels on a pu partager ces ambitions-là et les réaliser, parce que le chemin est long, mais il faut surtout qu'à l'arrivée, ce qu'on a dit au départ soit là, soit fait. Qui sont les gens qui s'opposent le plus à ce type d'approche, en fait, qui est la vôtre? Est-ce que ça vient davantage, on ne va pas évidemment donner d'exemples précis, mais est-ce que ça vient davantage des élus, de la décision politique, ou est-ce que c'est justement plutôt les aspects économiques, les grandes entreprises avec qui vous travaillez? D'où ça vient? Les donneurs d'ordre? Je ne sais pas, pour nous c'est un peu difficile de... Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quand même assez répandu comme opinion? Oui, mais c'est plutôt peut-être une espèce de pratique généralisée, peut-être un peu flemmarde aussi, de ne pas vouloir changer des pratiques ou de dire non, mais ça s'est pas fait comme ça s'est jamais fait, donc on ne peut pas y arriver, de décréter un peu trop vite que les choses ne sont pas possibles. Et je pense que si on revient sur la question de la transformation, il est très clair qu'il y a un fait admis qui est très difficile à contrecarrer, c'est le fait que la démolition-reconstruction est beaucoup moins chère que la transformation, ce qui est absolument faux, quoi, et qu'on a démontré. Tout à fait contre, oui. Voilà, donc je pense que cette question des coûts, en fait, elle est à la fois très importante parce que nous, on considère que finalement, l'économie de projet, c'est aussi ce qui nous a toujours donné la liberté
d'aller très loin dans les ambitions de projet, parce qu'il faut travailler, il faut déconstruire ces questions-là, et il faut comprendre ce qu'il y a derrière, et parce qu'aussi il y a des pratiques de calcul des coûts qui ne sont pas assez précises, qui ne sont pas adaptées. Quand on parle d'un coût global au mètre carré, eh ben, on n'a aucune chance de pouvoir sortir quelque chose de plus précis, de plus ambitieux, parce que c'est une généralité, et alors que si on veut faire autrement, si on veut faire plus, il faut être extrêmement précis et aller très loin dans chaque argument et dans chaque détail. La démolition, c'est effectivement une pratique assez répandue aujourd'hui. Il y a les fameuses barres des années 60 qui ont été construites peut-être un peu vite et avec des matériaux pas toujours adaptés, ou en tout cas pas toujours la qualité nécessaire. Vous êtes assez opposé à cela. Vous venez de le dire, hein, vous préférez travailler sur l'existant et donc essayer d'en faire quelque chose de plus beau. C'est aussi, on le sent bien dans vos propos, par respect pour les habitants. C'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'on va dire à des gens, là vous habitez quelque chose de très très moche, on va tout mettre par terre. Oui, ça, évidemment, c'est un argument très important, mais je pense que si on veut resituer un petit peu dans l'histoire de cette attitude que l'on a depuis pas mal d'années. En croyant bien faire, hein, naturellement. Je veux dire, beaucoup de municipalités pensent que c'est une bonne chose. Oui, ça c'est certain, mais nous on ne le pense pas. C'est donc on s'entend. On ne le pense pas, et c'est un travail qu'on a commencé au début des années 2000 avec notre ami architecte Frédéric Druot. On s'est retrouvés partager cette question-là, notamment quand est arrivée la création de l'ANRU, qui s'est fondée très précisément sur le principe de démolir et reconstruire, avec aussi cette idée un peu folle qu'il fallait briser le tabou de la démolition. Et donc nous, on a été assez choqués effectivement de voir que finalement décréter de la démolition autant d'unités de logements qui ont été construites il y a moins de 50 ans, et qui en fait ne sont pas au bout de leur vie, c'est clair. Et donc nous on a voulu regarder cette question-là de près. Pourquoi en fait et démontrer en fait qu'il y avait une alternative. Pourquoi partir de cette idée-là? Pourquoi partir de cette idée-là, et qui finalement on peut décider de démolir uniquement si on reste dans un regard lointain et extérieur, ou sur une question de plan masse. Mais quand on fait une démarche inverse, comme celle qu'on a entreprise il y a 20 ans, c'est-à-dire d'abord on rentre à l'intérieur, on va voir les logements, on va voir... et là, on voit plus la barre comme un bloc, on voit comme un ensemble autant d'habitants qui tous, la plupart du temps, ont donné une plus-value aux intérieurs. C'est assez inimaginable, hein, de voir ce que les gens sont capables de créer dans leur logement, des collections assez improbables de tout, voilà, une richesse incroyable, et avec une attention, même si l'immeuble est un peu obsolète dans ses parties techniques, même si l'environnement, le quartier n'offre pas tout ce qui devrait offrir, les transports aussi, mais malgré tout, ils ont passé leur il y a vie, un attachement à l'endroit où les gens sont, et ça on peut pas balayer ça, c'est pas possible, quoi. Donc il y a cette question-là, mais surtout il y a aussi tout le caractère. Que veut dire la démolition en termes de gaspillage, en termes de déchets qu'on produit, qui sont à ce jour très faiblement recyclables. Et voilà, et donc nous, à travers cette étude qu'on a menée il y a plus de 20 ans, en prenant des cas très précis, qu'on a étudiés extrêmement en profondeur, en analysant les structures, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une base qui était tout à fait valable, à partir de laquelle on pouvait améliorer, changer ce qui n'allait pas, ajouter ce qui manquait, mais avec quand même la question, c'est qu'il faut partir du regard positif. Et il ne faut pas partir de l'idée que parce que c'était construit comme ça, parce que c'est du béton, parce que, comme on dit, c'est des cages à poules, que ce n'est pas bien et qu'il faut faire autre chose. Donc nous, on a toujours pensé que
que l'addition était toujours plus riche que de repartir de zéro. Et donc, à travers, je termine peut-être sur cette question-là, à travers cette étude, on a démontré que là où la démolition-reconstruction coûtait à peu près 150 à 200 000 euros pour un logement, avec 50 ou 60 000, on transformait très généreusement et pour un nouveau cycle de vie de 40-50 ans, comme on l'a fait à Bordeaux, qu'on pouvait transformer ces immeubles-là en gardant les habitants à l'intérieur. Beaucoup plus, la démolition, donc pour vous, beaucoup plus coûteuse qu'une reconstruction. On verra après comment les bailleurs sociaux, je poserai la question à Jean-Philippe Vassal après vous, s'il le souhaite, comment les bailleurs sociaux vous accompagnent ou pas, parce qu'au fond, beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément pour la démolition, hein, c'est plus une forme de... L'autre point que je voulais vous faire préciser, c'est au fond cette démarche qui est déjà ancienne, hein. Je l'ai dit, votre cabinet a déjà une belle expérience. Est-ce que vous considérez que c'est une démarche environnementale ? Oui, absolument, oui, puisque, encore une fois, faire avec ce qui existe et qui a encore une durée de vie certaine, avec bien sûr des éléments qu'il faut mettre à jour, c'est une sorte de fondement de la démarche environnementale et de l'écologie, c'est l'anti-gaspillage. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a des études très claires qui montrent que transformer, en matière de logement, transformer un immeuble de logement consomme à peu près 80 fois moins de nouvelles matières que de construire neuf. Donc c'est clair que c'est une démarche d'environnement. Et puis c'est aussi, si on met dans l'environnement aussi le bien-être et le confort des habitants, ça permet de faire beaucoup plus parce qu'on part déjà de quelque chose. Donc de donner plus en addition à ce qui est déjà là, on a pu voir dans ces opérations que les gens mettent pas très longtemps à s'approprier tous ces espaces-là. Est-ce que dans votre travail, dans les études préalables à la préparation d'un immeuble, d'une commande, vous consultez, vous faites, je sais pas, une sorte de consultation publique pour les futurs habitants? Est-ce qu'il y a un peu une démarche comme ça, plus de sociologues à la limite, sur leurs désirs? Oui, bien sûr. C'est pas une démarche de sociologue, c'est une démarche d'architecte qui écoute des habitants, parce que nous ne sommes pas des sociologues, mais on peut écouter aussi. Vous les rencontrez au préalable? Alors, il y a à peu près, enfin, notamment dans les opérations de transformation, parce que les gens sont là. Dans des opérations de neuf, c'est plus difficile, mais dans les opérations de transformation, les gens sont déjà là. Donc, suivant l'échelle aussi de l'opération, il y a des rencontres qui sont plus ou moins directes, plus ou moins personnalisées, mais il y a toujours ce travail-là qui d'ailleurs est souvent enfin en tout cas les bailleurs sociaux avec qui on a travaillé, évidemment s'attachaient à ces démarches-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée une sorte de réseau, c'est-à-dire que, y compris d'ailleurs dans les opérations neuves qu'on a pu faire, que ce soit à Mulhouse, à Chalon-sur-Saône, à Saint-Nazaire, on voit finalement que les maîtres d'ouvrage, les bailleurs sociaux, ont emmené des groupes d'habitants, même s'ils n'étaient pas forcément ceux qui viendraient pour visiter ce qui avait été fait avant. Alors nous, on n'a pas beaucoup d'inquiétude on sait très bien que l'espace sera forcément apprécié, mais je pense pour créer aussi une sorte de désir, d'adhésion et que les gens se projettent aussi dans quelque chose qui est autrement que du logement contraint par ces quatre murs. Et on voit en fait que c'est toujours des moments assez intenses parce que c'est très joyeux. Puis les gens, après, on nous dit que quand ils repartent en train vers Chalon ou vers Bordeaux ou comme ça, ils sont très joyeux dans le train parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir, je sais pas, de trouver une sorte d'échappement, de quelque chose qui leur fait plaisir. Et d'être écouté et qui leur fait plaisir. Oui. Juste encore une question pour vous, Anne Lacaton. Est-ce que votre démarche, on l'a dit, le prix Pritzker est un prix international, d'envergure internationale, donc qui a une notoriété assez répandue. Est-ce que d'autres cabinets d'architectes ont la même démarche que vous ailleurs dans le monde? Est-ce que vous citez quelques exemples comme ça dans les pays occidentaux ou ailleurs qui se rapprochent de votre démarche? Je pense que sur les questions de la démolition, pas tellement, parce qu'il faut dire que la France, c'est quand même un cas très particulier aussi, où il y a cette programmation importante de démolition qui n'est pas encore tout à fait peut-être arrivée à ce point dans d'autres pays, même si d'autres villes, comme par exemple Zurich, est une ville qui démolit beaucoup,
Donc pour le moment, il n'y a pas une émulation aussi considérable que ça, mais quand même ce qu'on peut voir, et bon, peut-être Jean-Philippe en parlera plus que moi, mais on est enseignants tous les deux, et on voit quand même que dans les jeunes générations aujourd'hui, celles à qui, celles qu'on a nous dans les studios d'enseignement, c'est une préoccupation majeure, principale, et ils ont ça, je pense, qui est complètement inné, c'est-à-dire que pour eux, c'est intégré, c'est-à-dire, et ils ont des idées absolument incroyables, et donc je pense qu'on on peut quand même espérer que ça va un peu mieux arriver, et que je pense que le prix va surtout alerter ceux qui n'y croyaient pas, que finalement, c'est possible et que c'est bien. C'est plutôt à ce niveau-là, parce que je pense que les intentions, elles y sont ici ou là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on ne rencontre pas toujours la situation, le maître d'ouvrage. Bon, nous, en 20 ans ou 22 ans de ces études, on a fait 3 réalisations, quoi. Et pour le moment, il n'y en a pas d'autres, même si toutes ont reçu des prix très importants, ouais. Il n'y en a pas d'autres. Oui, ça rejoint ce que vous disiez au début, la reconnaissance de la pensée que vous défendez en architecture avec ce prix et sa notoriété. Merci Anne Lacaton. On va recevoir votre partenaire Jean-Philippe Vassal à présent, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans la démarche que vous conduisez avec les bailleurs sociaux. On continue avec vous, avec Jean-Philippe Vassal, donc, et peut-être en rentrant un petit peu plus dans le quotidien des bailleurs sociaux. D'abord, Jean-Philippe Vassal, un petit point. Vous dites ce mot de logement social, vous ne le prenez pas forcément à votre compte, vous parlez de logement. Et c'est bien suffisant à vos yeux? Oui, c'est le bon logement. Parce qu'en tant qu'architecte, on est forcément ambitieux par rapport aux espaces. On fait des projets pour faire les plus beaux projets possibles. Et aujourd'hui, il me semble que la question du logement dans une démocratie qui s'applique à tout le monde, on pourrait faire le plus beau logement pour tout le monde, en prenant en compte les questions écologiques, les questions économiques, et en s'attachant à se dire que c'est le beau, c'est le confortable, c'est ce qui a de la qualité, qui est durable. C'est l'espace dans lequel les gens ont du plaisir d'habiter, qui va durer longtemps. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Donc finalement, on a toujours travaillé avec des bailleurs sociaux, mais on a chaque fois fait les plus beaux logements. Je crois que les plus beaux logements qu'on a fait, c'est pour le logement social. Donc parler de logement, ce qui vous dérange, c'est ce terme de logement social qui paraît le mettre dans une autre catégorie que d'autres formes de logement plus ambitieux? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui est vraiment présente dans toute l'Europe, dans toutes les municipalités, dans le monde entier. C'est comment aujourd'hui on fait du logement abordable en termes de prix et de qualité. Donc ça, on le retrouve dans toutes les capitales et c'est un enjeu qui est considérable. Parce qu'aujourd'hui, être architecte, c'est probablement faire un peu moins de monuments ou alors faire des monuments pour chacun, pour que chaque logement devienne un espace remarquable. C'est un vrai challenge pour les jeunes architectes, ça. Et par rapport à l'histoire du logement social, moi j'aime bien qu'il y a, dans les années 30, on appelait les HBM, l'habitation bon marché. Parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire on fait de la bonne habitation et on la fait bien. Et je pense que dans ces conditions, c'est durable. On peut envisager la mixité de façon beaucoup plus importante parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que les gens seront attirés par un bon logement et que là, on pourra retrouver des gens plus riches, plus pauvres, moins riches, etc. Alors, nous avons assisté avec Anne Lacaton sur le principe, effectivement, du minimum pour le logement, ce que vous venez de décrire aussi. Rentrons un peu dans l'actualité. Est-ce que, à votre avis, l'impact de cette pandémie, dont nous espérons que nous sommes en train de sortir, est révélateur d'au fond ce que vous défendez tous les deux depuis déjà pas mal de temps, c'est-à-dire qu'il a démontré que l'on avait besoin de plus d'espace. Ça a été largement prouvé. Beaucoup de familles ont souffert de l'exiguïté de leur logement. Plus d'espace, plus de convivialité. Au fond, la pandémie vient révéler ce que vous saviez. C'est un révélateur, mais c'est dommage qu'il ait fallu cette pandémie pour s'en rendre compte. Que les logements, que finalement, il y a une réduction de la qualité des logements depuis 20, 30, 40 ans. Même les logements de luxe sont moins bien. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a des problèmes de logement. Du SDF jusqu'au logement bourgeois, la qualité diminue. Donc il faut revenir là-dessus. Il faut voir. À quoi l'attribuez-vous cette diminution de la qualité?
Je pense que c'est de plus en plus difficile de construire des espaces suffisamment larges, suffisamment généreux dans les villes, parce qu'il y a de plus en plus le prix du foncier qui joue. Il y a une question de densité qu'il faut aborder d'une façon différente, c'est-à-dire que la densité, ça devrait être sur un territoire donné, de donner plus d'espace pour chacun, d'une certaine façon. Et cette question de l'espace, mais aussi de la façon dont l'espace intérieur communique avec l'espace extérieur. On a beaucoup parlé précisément par rapport à la pandémie des questions des balcons qui manquaient, qui n'existaient pas. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que les balcons, c'était l'endroit où les gens allaient mettre leur vélo et que ça ne serait pas joli. Mais s'il y avait suffisamment de place à l'intérieur, on mettrait le vélo ou le rangement à l'intérieur et le balcon serait disponible pour mettre sa chaise longue ou pour avoir un petit jardin. Et on a vu à quel point on avait besoin de nature, notamment. Oui, et donc on s'en sort par la qualité. Finalement, c'est la générosité des espaces, c'est la qualité des espaces qui permet, finalement, donc il ne faut pas... Je crois que c'était Jean Nouvel, hein, vous parliez des Pritzker. Hein, oui. Mais Jean Nouvel, vous ont précédé, oui. Voilà, et Jean Nouvel, je me rappelle, il s'intéressait à cette question du logement. Il avait dit, le luxe, c'est l'espace. Donc c'est effectivement, c'est plus les matériaux, le marbre, les poignons dorés, etc. Non, c'est de l'espace, c'est un rapport avec l'extérieur, c'est la possibilité d'aller sur un jardin d'hiver, d'aller sur un balcon, d'échapper à la densité et à l'enfermement qu'on peut trouver en ville. Et précisément, là encore je reviens à la pandémie, mais pas seulement, ce que vous défendez et qui est très intéressant parce que ça peut surprendre, c'est la pièce en trop. J'allais presque dire la pièce inutile, la pièce en plus. Et ça vous paraît très important et toutes les familles, vous comprendrez, je pense. Oui, c'est-à-dire on a toujours pensé qu'il fallait faire tout au minimum. Donc un certain nombre de chambres en fonction de la typologie, la salle de bain, la cuisine, le séjour, chaque pièce chaque pièce a une dimension minimum qui est aussi la maximum parce que finalement les minimums et les maximums se rencontrent. Ça crée une sorte d'association de pièces assez compliquée parce qu'il faut tout faire au minimum, alors qu'en réalité il faut se donner de la facilité, il faut créer de l'aisance. Et il faut aussi imaginer une pièce qui n'a pas de fonction. Parce qu'une pièce qui n'a pas de fonction, elle crée tout d'un coup du mouvement. Dans des appartements où tout est calé, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de liberté. Il y a forcément un lit qui rentre là parce que l'interrupteur est là et que la poignée de la porte est là. Donc, et tout est figé. C'est là où on se retrouve bloqué. Il y a des fenêtres, mais il n'y a pas de balcon. Aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est de dire aujourd'hui en pleine ville, c'est plus des appartements qu'il faut faire, c'est des villas. Une villa, qu'est-ce que c'est par rapport à un appartement? C'est un espace dans lequel on peut tourner autour, c'est-à-dire rentrer dans le séjour, prendre le couloir, rentrer dans sa chambre, sortir par la porte-fenêtre de sa chambre, se retrouver sur le balcon, tourner autour de la maison, re-rentrer par le séjour ou par la cuisine. C'est presque finalement l'idéal de la maison que chacun rêve. Mais ça, on peut le trouver en ville. Et c'est beaucoup plus intéressant de le trouver en ville que de le trouver à la campagne, parce qu'effectivement, en ville, on trouve toutes les proximités avec le cinéma, le café, le bar, etc. Alors, on n'a pas besoin de prendre sa voiture systématiquement pour n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment imaginer des villas en ville, et que les appartements soient comme ça, nous, c'est notre ambition. Des villas pour chacun. Des villas pour chacun. Et les villas l'une au-dessus de l'autre. On parle d'un immeuble. Voilà, c'est des villas qui sont les unes au-dessus de l'autre, c'est-à-dire qu'on reproduit des sols. Chaque villa a son petit espace qui est un jardin d'hiver, qui est un balcon, une sorte de dehors qui permet précisément d'avoir différents climats, le climat intérieur chauffé, le climat du jardin d'hiver qui va prendre le soleil en période d'hiver, le balcon où on sent le vent, l'air, etc. Voilà. Plus grand et moins cher, Jean-Philippe Vassal, c'est quand même un défi énorme, j'imagine, pour ceux qui sont en train de vous écouter, qui vous disent, mais vous pensez qu'on peut y arriver? Non, parce que c'est pas une histoire c'est une histoire d'espace. Ce qui est important, c'est l'espace, c'est l'air et la lumière. Donc les matériaux, en réalité, ce sont ceux-là. L'espace, l'air, la lumière. Après, il y a juste un certain nombre de composants qui permettent de contenir ça. Mais en réalité, c'est pour ça que Anne en parlait tout à l'heure. Parler d'un prix au mètre carré, ça n'a rien à voir. Si, en tant que produit financier peut-être, mais dans le coût de la construction tel qu'on l'imagine en tant qu'architecte, le coût au mètre carré ne veut rien dire.
Il y a des mètres carrés qui valent très cher parce que c'est précisément là où il y a la cuisine, les réseaux, les salles de bain. Il y a des mètres carrés qui valent très cher parce que c'est à l'endroit où il y a la baie vitrée qui coûte cher. Mais il y a des mètres carrés qui ne coûtent pas cher du tout parce qu'ils sont à l'intérieur et que faire un séjour de 12 mètres au lieu de 6 mètres, ça ne va pas changer fondamentalement le prix. La fenêtre, elle sera toujours là, la salle de bain, il n'y en aura toujours qu'une. Donc finalement, le prix au mètre carré n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que dès qu'on fait un projet, ce qu'on cherche, c'est de voir combien de matériaux, il y a combien de poteaux, il y a combien de mètres carrés de vitrage, il y a une baignoire, il y a une salle de bain, quel est le prix de chaque chose, et c'est nous qui faisons l'addition. Pour ça d'ailleurs on aime travailler en lots séparés, parce qu'on travaille avec des gens qui font chacun leur partie, et il n'y a personne qui dit « Ah, il y a un global, il y a une addition totale, moi je fais l'addition avant que l'architecte la fasse ». Alors vous travaillez beaucoup, on l'a dit, avec le mouvement HLM, le mouvement HBM, pour reprendre votre expression. Est-ce que de votre point de vue, le logement social, je l'appelle comme ça, est quand même une locomotive pour l'ensemble du logement? Vous parliez tout à l'heure, vous disiez finalement on a baissé en qualité partout, y compris dans les logements les plus coûteux ou les plus significatifs. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de un désir d'innovation dans le logement social avec lequel vous avez beaucoup travaillé? Peut-être plus d'audace, plus de générosité? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a existé. Parce que quand on était étudiant, on regardait les revues d'architecture dans lesquelles il y avait du logement social, il y avait des inventions de logement social. C'est là que ça se passait. Oui. Là, il y a tous les grands architectes, ils ont travaillé sur le logement social dans les années 60, 70, 80. Et ça, c'est intéressant. Et le logement social en France, c'est une fierté française. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays où il y a du logement social de cette qualité. Et ça, on devrait... C'est insensé de se dire qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas capitaliser sur ça. C'est une richesse extraordinaire en France, le logement social. Et il faudrait travailler avec ça, continuer, savoir comment ça évolue, comment ça change. Mais parce qu'effectivement, les grands projets d'architecture des années 70, 80, on les trouve dans le logement social. Parce qu'il y a des objectifs de générosité qui, dès le départ, qui étaient fixés. Et qu'on continue avec ça. Je trouve que pour nous, ça a toujours été un plaisir de travailler pour le logement social. Et donc on espère vraiment que ça puisse continuer autant qu'avant et encore plus qu'avant. Que vous disent les bailleurs sociaux avec lesquels vous travaillez par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent? Parce qu'on a le sentiment que là, vous nous parlez d'un monde un peu idéal, même si c'est vrai que vous l'avez réalisé dans certains cas. Mais quels sont leurs obstacles quand même pour arriver à ce que vous dites? Il y avait l'exemple de Mulhouse, par exemple, qui était étonnant parce que finalement, on avait rencontré un directeur d'office HLM et qui nous a dit « Moi, ça fait 25 ans que je fais les mêmes choses, les mêmes standards, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire une cité manifeste. » Et je vous dis, il y a une seule règle que je vous donne, c'est que les logements par typologie ne doivent pas être plus chers que ce que je fais depuis 20 ans et 30 ans. Mais je vous laisse carte blanche. À partir de là, débrouillez-vous à l'intérieur de ce budget-là. Voilà, et on a fait des logements qui étaient 2 à 3 fois plus grands que les logements standards qu'ils faisaient. Ah oui. Et on a dit, on va les faire au prix d'un logement qui est 2 à 3 fois plus petit. Et il a dit, mais c'est pas possible parce que je vais être obligé de les louer 2 à 3 fois plus cher. Ah oui. Et on lui a dit, mais est-ce que c'est pas logique de louer par rapport à ce que ça vous coûte, plutôt que de louer par rapport à une sorte de marché sur place? Et finalement, il a dit, mais oui, et puis rien ne m'oblige effectivement à ne pas le faire. Donc on a fait des logements qui étaient 2 à 3 fois plus grands que le standard, au prix du standard, et qui ont pu être loués au prix d'une typologie standard. Vous êtes en train de dire, Jean-Philippe Vassal, qu'on est plus finalement dans une forme de tradition et qu'on ne pense pas assez à regarder d'autres possibilités. On est dans le standard, dans la facilité. La facilité, c'est de faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait la veille et de continuer comme ça. Des fois, on demande à l'architecte de faire une forme un peu particulière, mais derrière, il y a toujours le même plan. Alors qu'en réalité, on peut innover sur les plans, on peut créer sur cet espace en plus, qui peut être, par exemple à Mulhouse, une serre botanique qui permet de régler le climat, qui permet de prendre le soleil, qui permet d'isoler bien mieux que de la mousse polyuréthane et qui devient un espace habitable
alors que dans une épaisseur d'isolant, on a du mal à faire quelque chose. C'est moins esthétique, c'est moins joli. Anne Lacaton nous disait tout à l'heure que la question de la démolition, hein, très répandue en France, était une forme de manque de respect aussi pour les habitants qui avaient vécu parfois toute une vie et qui avaient surtout beaucoup décoré leur intérieur. C'est un point très, très important. Est-ce qu'on peut dire aussi que si l'on construit des logements comme ça, qui donc pour une fois sont des marques de respect envers l'habitant, par exemple des logements plus grands, ils vont mieux eux-mêmes les entretenir? Est-ce qu'ils vont moins consommer d'énergie? Est-ce qu'ils vont peut-être davantage jouer le jeu aussi du logement durable? C'est une question. Oui, c'est-à-dire il y a des situations dans lesquelles les gens ont fait leur possible pour vivre le mieux possible. Donc ils ont effectivement décoré, ils ont créé des amis. Il y a des problèmes, il y a plein de problèmes parce que des fois il y a des systèmes techniques qui ne marchent pas, tout est un peu petit. Mais finalement, à partir du moment où on dit qu'on en rajoute quelque chose, c'est plus petit du tout. On vient rajouter 50% à quelque chose qui existe déjà et en dépensant 3 fois moins, on a 1,5 alors qu'en démolition et reconstruction, on a juste 1 à la fin. Donc là encore, il y a une histoire d'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire des logements encore plus grands, encore plus ambitieux, en gardant une partie de ce qui est déjà là et en juste additionnant. Et puis en plus, effectivement, c'est créer ce jardin d'hiver qui va faire qu'on va réduire considérablement les consommations énergétiques, qui va devenir un espace agréable l'hiver, qui va devenir un espace agréable l'été, comme une sorte de terrasse, une sorte de loggia. Donc on fait du logement qui, dans 50 ans, sera toujours parfait et peut-être que ce ne sera plus des gens un peu plus, qui vont dans le logement social qui y seront, ce sera peut-être d'autres gens parce que ça sera le projet du Grand Parc à Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de logements à Bordeaux qui ont cette qualité aujourd'hui. Et en partant d'un logement qui était effectivement considéré comme quelque chose qu'on pouvait démolir. Ma question était aussi sur le comportement des habitants eux-mêmes. Dans les logements que vous proposez, est-ce qu'il peut être un peu différent? Il est différent parce que précisément cette pièce en plus, elle introduit la liberté, la mobilité. Elle permet à l'un de dire je vais commencer une petite collection de plantes, à un autre de dire je vais m'acheter une chaise longue et je vais faire là, ou à un autre de commencer à faire de la peinture et puis d'inviter son voisin parce qu'il fait de la peinture et qu'il veut lui faire voir ce qu'il a fait. Donc ça introduit un mouvement, une dynamique. Ça rend les choses vivantes et puis c'est aussi des espaces qui sont, on croit beaucoup à la relation avec l'extérieur, avec le climat. Depuis 20 ans, on subit des réglementations d'économie d'énergie qui semblent dire qu'il faut tout le temps mettre de l'isolant, des fenêtres de plus en plus petites, etc. Et on pense aujourd'hui que finalement le meilleur apport d'énergie, c'est finalement le soleil, y compris en hiver. Que par contre il faut s'en protéger un petit peu l'été quand il fait trop chaud, mais que ça introduit une relation du dedans avec l'extérieur. Finalement revenir à cette idée de la villa, c'est-à-dire que ce n'est pas un logement entre 4 murs, c'est un logement qui discute, qui a dialogue avec le climat extérieur. Il faut considérer le climat comme un ami et pas comme un ennemi. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus, les logements, on dirait que c'est des bunkers par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur et dans lequel il faut vraiment se méfier. C'est une conception totalement différente de l'isolation. Malheureusement qu'on subit avec toutes les réglementations, c'est de dire on a des appareils de chauffage à l'intérieur, il faut faire de l'isolant pour éviter que cette chaleur qu'on produit s'en aille à l'extérieur. Mais en réalité, y compris en plein hiver, y compris quand il y a du nuage, le soleil il ramène encore plus de chaleur que le radiateur qu'on a à l'intérieur. Donc c'est des choses simples. On comprend aussi qu'on travaille avec ce soleil et que pour le moment personne ne nous demande de payer quoi que ce soit. Donc, alors que pour le radiateur c'est différent. Important dans un pays comme le nôtre, gros consommateur d'électricité. C'est aussi une histoire d'économie, c'est-à-dire faire avec des choses naturelles, une ventilation naturelle, un espace bioclimatique, voilà. Encore peut-être une dernière question, mais extrêmement importante. Comment généraliser ce processus que vous défendez? Est-ce que vous êtes surpris qu'il ne soit pas plus répandu? Anne Lacaton nous a dit tout à l'heure qu'elle connaissait assez peu d'exemples hors de France, et pourtant vous êtes bien au courant de ce qui se fait en architecture aujourd'hui. Je crois que ce qui est important, c'est de sortir des standards.
il y a tellement d'architectes, tellement de jeunes architectes, qu'il y a Il faut compter sur les plus jeunes en fait. Autant de sensibilité pour se dire que chaque cas est particulier et que l'on part que de situations particulières, qu'il faut traiter depuis le début avec beaucoup de précision, sans se dire dès le départ qu'on est dans un standard qu'il faut répéter. Et c'est bien ça le problème, par exemple, de l'ANRU, c'est de considérer qu'il y a une politique générale qui se fait au niveau de l'ensemble de la France, alors qu'il n'y a que des situations particulières qu'il faut traiter, regarder quel est le problème, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, appartement par appartement. Il y a l'énergie pour ça. Il y a plein de jeunes architectes, on ne leur demande de rien. Ils sont à attendre qu'il y ait un concours sur telle ou telle chose. Il faudrait que finalement qu'on puisse se dire il y a une sorte d'inventaire général de toutes les situations pour pouvoir faire en sorte que, à partir de tous ces points-là, on puisse créer la plus belle ville et les plus beaux appartements possibles. Vous nous disiez que vous avez démarré comme jeune architecte très intéressé par le logement social, que c'est souvent le cas. Ça l'est toujours aujourd'hui. Est-ce que vos jeunes étudiants, parce que vous êtes professeurs tous les deux, se tournent vers le logement social aussi ? Alors c'est Anne enseignait à Zurich et moi j'enseigne à Berlin. Donc le logement social précisément, il n'y a pas cette qualité de logement social telle qu'elle existe en France. Mais la question elle est la même. C'est du logement pas cher, affordable, abordable. Logement abordable. Aujourd'hui, comment on fait du logement abordable? Parce que finalement, quand on regarde les prix à Londres, à Berlin, à Paris, à Rome, on se demande comment on peut effectivement habiter dans cette ville avec les prix du logement. Donc je pense qu'il y a des questions sur les prix des terrains, mais il y a aussi revenir sur une inventivité, une façon de travailler des architectes qui se disent on peut faire des choses très très ambitieuses sans pour autant qu'elles coûtent cher. On a un peu l'impression que vous nous décrivez tous les deux un monde idéal. Et j'ai l'impression que d'un côté, le bailleur se dit « D'accord, mais c'est pas pour moi. Moi, je fais comment là où je suis, avec le budget que j'ai, les gens que j'ai en face de moi, je ne suis pas sûre que ça s'adresse à moi. » Et par ailleurs, l'habitant lui-même, est-ce qu'on va me proposer un logement comme celui-là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les convaincre les uns et les autres? Je crois que la question de la qualité, la question de la quantité d'espace, de la liberté, elle fait déjà que l'habitant, il va fonctionner de façon différente. Il va fonctionner par rapport à une sorte de maximum, alors que jusqu'à présent, on lui proposait une sorte de minimum contraint. Donc à partir du moment où la contrainte de l'espace n'existe plus, c'est important précisément qu'il profite de cette qualité. Et c'est cette facilité, cette aisance, ce confort qui, à notre avis, doit se passer au sein de l'espace individuel. Et c'est le fait pas de l'espace public, parce que beaucoup d'expériences ont été faites avec des lieux publics ouverts à tous. Mais c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va améliorer les espaces collectifs et qu'on s'en fout des espaces individuels. C'est la condition pour que l'espace collectif soit bien vécu, c'est que l'espace individuel soit, lui, de bonne qualité. Et ne soit pas réduit par l'espace collectif. Oui, en fait. Parce que si on sort de son appartement, parce qu'on habite mal dans son appartement, ben on n'a pas un bon comportement dans l'espace collectif. Donc c'est un tout, à partir de la pièce la plus petite, finalement, de lui donner suffisamment de qualité pour que quand on puisse inviter ses amis, qu'on puisse recevoir chez soi, et quand on sort dans la rue ou dans le couloir ou dans le hall d'entrée, on est de bonne humeur. Et en étant de bonne humeur, l'espace collectif marche mieux. Et du point de vue du bailleur ? Le bailleur, c'est vrai que souvent on sort du standard, donc le bailleur nous dit oui mais ça, les gens ne vont pas savoir habiter. Mais là encore, on a vu dans des espaces très grands, avec les jardins d'hiver, etc., qu'il y avait effectivement une sorte de moment de sidération presque de l'habitant quand il rentre. D'un moment où il se dit « mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas assez de meubles, c'est trop grand, etc. » Mais précisément dans l'aisance, dans la facilité, il suffit de 5 minutes. Il suffit de 5 minutes, il suffit de regarder le petit gamin qui va immédiatement prendre son petit vélo, il va aller à droite, à gauche. On voit que de suite il habite, parce qu'il y a de l'aisance, parce qu'il y a de la facilité. Donc ça se passe très très vite, la façon dont les gens apprivoisent l'espace. Et c'était étonnant de voir nos bailleurs, effectivement, qui pouvaient avoir quelques craintes,
et qui ont vu qu'en très très peu de temps, les habitants utilisaient cet espace-là, comprenaient des systèmes simples. Rien n'est compliqué en réalité, il faut faire avec des choses simples. Quand il y a un peu trop de soleil, on tire un rideau. Quand il fait un peu trop chaud, on ouvre légèrement la porte coulissante. À un moment donné, on va dans le jardin d'hiver. C'est aussi un habitat où on n'est pas dans une sorte de confort standard, où tout est comme il faut. Non, il y a des endroits où il fait un peu plus frais, des endroits où il y a un rayon de soleil qui arrive, il y a un endroit... Et finalement, on se retrouve un peu comme le chat qui va aller chercher le carré de lumière à tel endroit. Il a cette mobilité. Et finalement, dans les appartements contraints, on n'a pas cette mobilité. Tout est bloqué, tout est figé. Il faut forcément s'asseoir là, se coucher ici. Quand on bouge, on va vers là. Donc il faut retrouver une forme de nomadisme à l'intérieur de chaque appartement. Et cette idée de tourner, de pouvoir tourner autour est très 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 importante. Et encore une fois, ce n'est pas une question de coût, vous le répétez. Non, parce que le coût, il est donné dès le départ. Il faut faire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant. Nous, on pense qu'il n'y a aucune raison de dépenser trop d'argent. Il faut mettre en place des matériaux qui soient solides, efficaces, qui vont bien résister, qui vont répondre aux règles et aux normes, etc. Mais avec ces matériaux, le minimum de matériaux possible, il faut fabriquer le maximum d'espace possible. Et donc, comme ce qu'on paye, c'est les matériaux, donc si on a le minimum, on doit arriver à rentrer dans les prix qui sont les prix d'appartements standards. Et puis je crois qu'on défend cette idée de liberté pour l'habitant, mais on défend aussi cette idée de liberté pour les architectes. C'est-à-dire qu'il faut leur faire confiance, il faut peut-être arrêter de leur mettre en face d'eux une sorte de cahier des charges, une sorte de contrôle continu où il y a des dizaines et des dizaines d'intervenants un peu écrasant. C'est écrasant, ça devient un parcours du combattant et dans ce parcours du combattant on perd son énergie, on perd ses rêves et on a besoin que les architectes rêvent pour qu'ils fassent rêver les habitants. Eh bien merci beaucoup Jean-Philippe Vassal et encore bravo à tous les deux. Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal pour ce beau prix Pritzker 2021. Merci beaucoup.